on y a le sentiment du danger. Les rues d'Oran sont vouées à la poussière, aux cailloux et à la chaleur. S'il y pleut, c'est le déluge et une mer de boue. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles? Un lieu neutre, pour tout dire. Forcés de vivre devant un admirable paysage, les Oranais ont triomphé de cette redoutable épreuve en se couvrant de constructions bien laides. On s'attend à trouver une ville ouverte sur la mer, lavée, rafraîchie par la brise des soirs et, mis à part le quartier espagnol, on trouve une cité qui présente le dos à la mer, qui s'est construite en tournant sur elle-même à la façon d'un escargot. Oran est un grand mur circulaire et jaune, recouvert d'un ciel dur. Au début, on erre dans le labyrinthe, on cherche la mer comme le signe d'Ariane, mais on tourne en rond dans les rues fauves et oppressantes, et à la fin, le Minotaure dévore les Oranais. C'est l'ennui. Depuis longtemps, les Oranais n'errent plus. Ils ont accepté d'être mangés. On peut trouver, à Oran, des cafés, au comptoir verni de crasse, saupoudrés de pâtes et d'ailes de mouche. Le patron toujours souriant, malgré la salle toujours déserte. Le petit noir, il coûtait 12 sous, et le grand, 18. On trouve également une édifiante abondance de magasins funéraires. Ah, ce n'est pas qu'à Oran, on n'y meurt plus qu'ailleurs, non. Mais j'imagine seulement qu'on n'en fait plus d'histoire. Dans cette heureuse barbarie, ce sont les marques regrettables de la civilisation. De même, au-delà des murs jaunes d'Oran, la mer et la terre poursuivent leur dialogue indifférent, le soleil et le vent n'y parlent que de solitude. Oran a aussi ses déserts de sable, ses plages. Celles qu'on rencontre tout près des portes ne sont solitaires qu'en hiver et au printemps. Chaque année, sur ces rivages, c'est une nouvelle moisson de filles fleurs. Apparemment, elles n'ont qu'une saison. L'année suivante, d'autres corolles chaleureuses les remplacent qui, l'été d'avant, n'étaient encore que des petites filles au corps dur comme des bourgeons. À 11 h du matin, descendant du plateau, toute cette jeune chair, à peine vêtue d'étoffes bariolées, déferle sur le sable comme une vague multicolore. Sur ces plages d'Oranie, tous les matins d'été ont l'air d'être les premiers du monde. Tous les crépuscules semblent être les derniers. Agonie solennelle annoncée au coucher du soleil par une dernière lumière qui fonce toutes les teintes. La mer est outre-mer. La route, couleur de sang caillé. La plage, jaune. Tout disparaît avec le soleil vert. Une heure plus tard, les dunes ruissellent de lune. Ce sont alors des nuits sans mélange, sous une pluie d'étoiles. Des éclairs les traversent parfois. Des orages coulent ainsi le long des dunes, pâlissent le ciel et mettent sur le sable et dans les yeux des lueurs orangées. Mais ceci ne peut se partager, il faut l'avoir vécu. Tant de solitude et de grandeur donnent à ces lieux un visage inoubliable. Ce sont ici les terres de l'innocence. Il faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce que peut avoir de desséchant un excès de bien naturel. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur, non. Ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir, il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux, et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit.
Singulier pays qui donne à l'homme qu'il nourrit à la fois sa splendeur et sa misère. Comment s'étonner alors si le visage de ce pays, je ne l'aime jamais plus qu'au milieu de ces hommes et ces femmes les plus pauvres? Les gens de ce pays trouvent ici, durant leur jeunesse, une vie à la mesure de leur beauté, et puis après, c'est la descente et l'oubli. Ils ont misé sur la chair, mais ils savaient qu'ils devaient perdre. À Alger, pour qui est jeune et vivant, tout est refuge et prétexte à triomphe. La baie, le soleil, les jeux en rouge et blanc des terrasses vers la mer, les fleurs et les stades, les filles aux jambes fraîches. Mais pour qui a perdu la jeunesse, rien nous accrochait, et pas un lieu où la mélancolie puisse se sauver d'elle-même. Le signe de la jeunesse, c'est sans doute une vocation magnifique pour les bonheurs faciles. Mais surtout, c'est une précipitation à vivre qui touche au gaspillage. Dans cette abondance et cette profusion, la vie prend alors la courbe des grandes passions soudaines, exigeantes, généreuses. Elle n'est pas à construire, mais à brûler. Il ne s'agit pas ici de réfléchir ni de devenir meilleur. La notion d'enfer, par exemple, n'est ici qu'une aimable plaisanterie. De telles imaginations ne sont permises qu'aux très vertueux. Et je crois bien que la vertu est un mot sans signification dans toute l'Algérie. Il y a des peuples nés pour l'orgueil et la vie. Ce sont ceux qui nourrissent la plus singulière vocation pour l'ennui. C'est aussi chez eux que le sentiment de la mort est le plus repoussant. Mis à part la joie des sens, les amusements de ce peuple sont ineptes. Les dimanches d'Alger, par exemple, sont parmi les plus sinistres. Comment ce peuple sans esprit saurait-il alors habiller de mythes l'horreur profonde de sa vie? Et tout ce qui touche à la mort est ici ridicule ou odieux. Ce peuple, sans religion et sans idole, meurt seul après avoir vécu en foule. Je ne connais pas d'endroit plus hideux que le cimetière du boulevard Bru en face d'un des plus beaux paysages du monde. Un amoncellement de mauvais goût parmi les assemblages noirs laisse monter une tristesse affreuse de ces lieux où la mort découvre son vrai visage. Mais comment faire comprendre pourtant que ces images de la mort sont inséparables de la vie? Les valeurs ici sont étroitement liées. La plaisanterie favorite des croque-morts algérois, lorsqu'ils roulent à vide, c'est de crier « Alors, tu montes, chérie ?» aux jolies filles qu'ils rencontrent sur leur passage. Mais comment faire comprendre pourtant que ces images de la mort sont inséparables de la vie? Les valeurs ici sont étroitement liées. Mais j'entends bien que, pourtant, c'est sous les murs de ce même cimetière que les jeunes gens de Bellecour donnent leur rendez-vous et que les jeunes filles s'offrent aux baisers et aux caresses. J'entends bien qu'un tel peuple ne peut être accepté de tous. Ici, l'intelligence n'a pas de place comme en Italie. Non. Non, cette race est indifférente à l'esprit. Elle a le culte et l'admiration du corps. Elle épuise sa force, son cynisme, naïf. Et aussi, comment dire, une certaine vanité puérile qui lui vaut d'être sévèrement jugée. Voici pourtant un peuple sans passé, sans tradition et cependant non sans poésie. Ce peuple, tout entier jeté dans son présent, vit sans mythe et sans consolation. Il a mis tous ses biens sur cette terre et reste dès lors sans défense contre la mort. Les dons de la beauté physique lui ont été prodigués et avec eux la singulière avidité qui accompagne toujours cette richesse sans avenir. Tout ce qu'on fait ici marque le dégoût de la stabilité et l'insouciance de l'avenir. On se dépêche de vivre. Entre ce ciel
et ses visages tournés vers lui, rien ne accrocher une mythologie, une littérature, une éthique ou une religion, mais des pierres, la chair, des étoiles et ces vérités que la main peut toucher. Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certitude pour une seule vie d'homme. Mais il y a surtout le silence des soirs d'été, ces courts instants où la journée bascule dans la nuit. Faut-il qu'il soit peuplé de signes et d'appels secrets pour qu'Alger en moi leur soit à ce point lié? Quand je suis quelque temps loin de ce pays, j'imagine ces crépuscules comme des promesses de bonheur. Dans le ciel, soudain vidé de son soleil, quelque chose se détend. Tout un petit peuple de nuages rouges s'étire jusqu'à se résorber dans l'air. Peu après, paraît la première étoile qu'on voyait se former, se durcir dans l'épaisseur du ciel. Et puis, d'un coup, dévorante, la nuit. Soir fugitif d'Alger, qu'ont-ils donc d'inégalable pour délier tant de choses en moi? Cette douceur qu'il me laisse aux lèvres, je n'ai pas le temps de m'en lasser, que déjà, elle disparaît dans la nuit. Est-ce le secret de sa persistance? La douceur de ce pays est bouleversante et furtive. Mais dans l'instant où elle est là, le cœur, du moins, s'y abandonne tout entier. À la plage Padovani, le dancing est ouvert tous les jours. Et dans cette immense boîte rectangulaire, ouverte sur la mer dans toute sa longueur, la jeunesse pauvre du quartier danse jusqu'au soir. Souvent, j'attendais là une minute singulière. Pendant la journée, la salle est protégée par des auvents de bois inclinés. Quand le soleil a disparu, on les relève, et la salle s'emplit alors d'une étrange lumière verte, née du double coquillage du ciel et de la mer. Quand on est assis loin des fenêtres, on ne voit que le ciel, et en ombre chinoise, les visages des danseurs qui passent à tour de rôle. Enfin, je me souviens du moins d'une grande fille magnifique qui avait dansé tout l'après-midi. Elle portait un collier de coquillage blanc sur sa robe bleue collante que la sueur mouillait depuis les reins jusqu'aux jambes. Elle riait en dansant et renversait la tête, et lorsqu'elle passait près des tables, elle laissait après elle une odeur mêlée de fleurs et de chair. Le soir venu, je ne voyais plus son corps collé contre son danseur, mais sur le ciel tournaient les taches alternées du collier blanc et des cheveux noirs. Et lorsqu'elle rejetait en arrière sa gorge gonflée, j'entendais son rire et voyais le profil de son danseur se pencher soudain. L'idée que je me fais de l'innocence, c'est à des soirs semblables que je la dois. Et ces êtres chargés de violence, j'apprends le plus détaché du ciel où leur désir tournoie. L'unité s'exprime ici en termes de soleil et de mer. Elle est sensible au cœur par un certain goût de chair qui fait son amertume et sa grandeur. J'apprends alors qu'il n'est pas le bonheur surhumain,
Pas d'éternité hors de la courbe des journées. Ces biens dérisoires et essentiels, ces vérités relatives, sont les seuls qui m'émeuvent. Les autres, les idéales, je n'ai pas assez d'âme pour les comprendre. Non qu'il faille faire la bête, mais je ne trouve pas de sens au bonheur des anges. Je sais seulement que ce ciel durera plus que moi. Et qu'appellerai-je éternité, sinon ce qui continuera après ma mort? Dans l'été d'Algérie, j'apprends qu'une seule chose est plus pratique que la souffrance, et c'est la vie d'un homme heureux. Mais c'est peut-être aussi bien le secret d'une plus grande vie, puisque cela conduit à ne pas tricher. Il y a des mots que je n'ai jamais très bien compris, comme celui de péché. Car s'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie, et vouloir se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci. Ces hommes et ces femmes n'ont pas triché. Dieu de l'été, ils le furent à 20 ans par leur ardeur à vivre, et le sont encore aujourd'hui, privés de tout espoir. J'en ai vu mourir 2. Ils étaient pleins d'horreur, mais silencieux. Ça vaut mieux ainsi. De la boîte de Pandore, où grouillaient tous les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir en dernier comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant. Car l'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. Voici du moins l'âpre leçon des étés d'Algérie. Et déjà, la saison tremble. Et l'été bascule. Première pluie de septembre. Après tant de violence et de raidissement, elles sont comme la promesse d'une terre délivrée, comme si, pendant quelques jours, ce pays se mêlait de tendresse. À la même époque, pourtant, les caroubiers mettent une odeur d'amour sur toute l'Algérie, le soir ou après la pluie. La terre, tout son ventre mouillé d'une semence au parfum d'amande amère, repose pour s'être donné tout l'été au soleil. Et voici qu'à nouveau, cette odeur consacre les noces de l'homme et de la terre, et fait lever en nous le seul amour vraiment viril en ce monde, périssable et généreux. À titre d'illustration, ce récit de bagarre, entendu à Bab el-Oued, est reproduit mot à mot. Le narrateur n'y parle pas toujours la langue du Cagayous de Musette, que l'on ne s'étonne pas. La langue de Cagayous est surtout une langue littéraire. Enfin, je veux dire une reconstruction. Les gens du milieu ne parlent pas toujours argot. Ils emploient des mots d'argot, ce qui est différent. L'algérois use d'un vocabulaire typique et d'une syntaxe spéciale. Mais c'est par leur introduction dans la langue française que ces créations trouvent leur saveur. Alors Coco, il s'avance et lui dit « Arrête un peu, hein? Arrête !» Il lui dit « Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors Coco, il lui dit « Je vais te donner des coups. » Comment? À moi, tu vas donner des coups. Alors il met la main derrière. Alors Coco, il lui dit comme ça « Mais pas la main derrière, hein? Parce qu'après, je te chope le 635 et tu mangeras des coups quand même. » L'autre dit, il n'a pas mis la main. Alors Coco, rien qu'un lui a donné. L'autre, il était par terre là. Alors le monde, il est venu. Et la bagarre, elle a commencé. Il y en a un qui s'est avancé à Coco, 2, 3. Alors moi j'ai dit, dis-toi, tu vas toucher à mon frère. C'est ton frère. Ah, si c'est pas mon frère, c'est quand mon frère est coulot. Alors j'ai donné un taquet. Et Coco il tapait, moi je tapais, Lucien tapait, tout le monde tapait. Moi, dis, j'en avais pris un là dans le coin comme ça, et avec la tête là, boum, 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 boum. Alors les agents, ils sont venus. Ils nous ont mis les chaînes, dis, les chaînes. Ils nous ont mis la honte à la figure. J'avais de traverser tout Bab el-Oued.
que le derrière m'entende si je mens. Il est des lieux où meurt l'esprit pour que naisse une vérité qui est sa négation même. Lorsque je suis allé à Djémila, il y avait du vent et du soleil, mais c'est une autre histoire. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y régnait un long silence, lourd et sans fêlure, quelque chose comme l'équilibre d'une balance. Un cri d'oiseau, le son feutré de la flûte à 3 trous, un piétinement de chèvres, des rumeurs venues du ciel, autant de bruits qui faisaient le silence et la désolation de ces lieux. De loin en loin, un cri aigu, un claquement sec marquait l'envol d'un oiseau tapi parmi des pieds.